Monsieur Lebray. On va attaquer la plénière en compagnie, alors pour les élus qui sont étonnés de la présence massive du public ce soir, avec une classe de première du lycée Guillaume le Conquérant qui travaille sur les élections municipales, entre autres les problématiques liées à la ville et aux élus, et que j'ai eu l'honneur de rencontrer depuis une heure autour de différentes thématiques liées à la ville. Cette plénière qui va nous emmener jusqu'à 19 h est consacrée à la sécurité, puisque nous avons eu la réunion du CLSPD il y a un mois maintenant, qui a permis de faire le bilan de l'action du CLSPD et tout le volet prévention et sécurité sur la ville. Et il nous a semblé intéressant de partager avec vous, puisque très peu d'entre vous êtes au CLSPD, de partager avec vous un petit peu un point de situation par rapport à cette thématique au sens large, et ça va nous permettre aussi de mettre un petit coup de projecteur sur l'action du comité de sécurité routière, qui est une instance qui se réunit tous les mois et qui travaille sur un certain nombre de problématiques. Mais tout d'abord, le premier point qui me semble important, c'est la délinquance. Donc, ce sont les chiffres qui ont été présentés au CLSPD en présence de la gendarmerie et du parquet l'autre jour. Donc vous constatez, c'est pour 8000 habitants les chiffres. Vous avez les chiffres de Falaise transmis par la brigade de gendarmerie de Falaise, les chiffres du Calvados sur une base de 8000 habitants et les chiffres du territoire national. Catégorie par catégorie, vous voyez, alors, quand c'est vert, c'est qu'on est en dessous, quand c'est rouge, c'est qu'on est au-dessus. Je vais les prendre rapidement. Donc cambriolage, on est à 16 cambriolages par an en 2024. Enfin en 2024, on a eu 16 cambriolages sur la ville. Au niveau du Calvados, pour 1000 habitants, on est à 18 et en France, 25. Vous voyez on se situe plutôt bien. Stupéfiants, trafic et usage, on est à 24, 26 au Calvados, quasiment 40 en France. Alors là-dedans, on récupère toutes les procédures. Ça concerne le trafic, mais l'usage. Il y a beaucoup d'usage et il y a un petit peu de trafic. Mais c'est un des axes sur lequel on travaille avec la gendarmerie. Le troisième point, c'est destruction, dégradation volontaire. 41 faits, 55 dans le Calvados et 61 en France, donc là on est bien, mais on pourrait être mieux. C'est un chiffre qui est un petit peu faussé celui-là, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, en 2024, nous avions eu l'incendiaire qui faisait brûler des containers poubelles. Donc sur les 41, il y a quasiment 12 plaintes qui concernent 12 containers poubelles. Donc il faudrait quasiment en tenir compte si on voulait. On se situerait plutôt aux alentours de 30 faits sur la ville en 24, à comparer aux 55 et 61 au niveau national. Le chiffre rouge, 72, violences intrafamiliales, dont 24 violences sexuelles. Et vous voyez qu'on est beaucoup plus fort que dans le Calvados, où on est à 37 et 15, et en France, 22 et 14. Alors le pourquoi, les personnes qui travaillent sur la thématique, je pense à Gwenaël, à Fabrice, et les membres, les élus qui sont dans le CLSPD, dans cette commission, c'est l'une de nos priorités. C'est quelque chose sur lequel on travaille avec la gendarmerie, détecter dans les familles falaisiennes toutes les familles où il y a des violences familiales. Monsieur tape sur madame, madame tape sur monsieur, les parents tapent sur les enfants. Donc dès qu'on a un doute, une suspicion, avec la gendarmerie qui a mis les moyens, nous travaillons pour identifier si oui ou non il y a réellement un fait ou pas. Des fois il n'y a rien, mais à partir du moment où la gendarmerie ouvre une procédure, ça fait un petit bâton. Donc, ce qui explique qu'on soit relativement élevé. Ce qui n'est pas le cas dans le Calvados ou en France, où c'est quelque chose qui est pris à bras-le-corps, bien évidemment, mais peut-être pas de manière aussi forte et pointue que nous, on le fait. C'est une volonté de notre part, c'est l'un des axes qu'on avait identifié en début de mandat, parce que derrière des violences intrafamiliales, ça a des impacts sur la cellule familiale, ça a des impacts sur les problématiques de logement, ça a des impacts sur la scolarité des enfants, sur la mise en sécurité des enfants, ça a des impacts sur la santé, parce que derrière on détecte que monsieur se drogue, madame boit, enfin voilà. Donc c'est quelque chose qui est vraiment un point névralgique qui peut impacter l'ensemble de la problématique de sécurité à Falaise. Donc c'est pour ça qu'on en a fait une priorité et c'est pour ça qu'il y a des chiffres. Vol violent sans arme, il y en a eu 1. Quand en France on est à 5 à peu près, pour la même taille de population. Atteinte à la personne, il y a eu 73.
Donc attaque à la personne, ça peut être atteinte, pardon, ça peut être une bagarre, ça peut être une insulte, harcèlement, enfin voilà. 73, on a 107 au niveau Calvados et 100 en France. Vol de véhicules, on a eu 6 vols en 2024, contre quasiment 10 dans le Calvados et 16 en France. Homicide, heureusement, on n'en a pas eu. Et escroquerie, 40. Alors c'est un chiffre qui est assez haut, mais ça s'explique en grande partie avec les escroqueries sur Internet. C'est-à-dire des personnes qui se font piquer leur numéro de carte bancaire sur Internet et qui un jour s'aperçoivent qu'on leur a piqué de l'argent sur leur compte. Et donc voilà, il y a eu 40 procédures qui ont été ouvertes par la gendarmerie de Falaise en 2024 sur ces problématiques d'escroquerie au sens large. Alors, en préalable, je rappelle que la sécurité, c'est une compétence régalienne de l'État. À la base, c'est l'État qui gère la sécurité au travers soit de la police pour les villes qui sont en zone police, soit au travers de la gendarmerie pour les villes qui sont en zone gendarmerie, ce qui est le cas de la ville de Falaise. La police municipale, nous venons simplement en appui de la gendarmerie. D'accord ? Donc, si on fait un petit point, j'ai souhaité qu'on ait une petite diapo comme ça pour rappeler un petit peu que tout le monde soit au courant de ce que l'on fait. Donc depuis le début du mandat, on a étoffé l'effectif, puisque nous avions 3 agents de police municipale et un SVP. Maintenant, nous avons 4 agents formés. Deuxième point saillant qui me semble intéressant, c'était les VTT électriques, puisque c'est un moyen de locomotion qu'utilise l'APM, vous l'avez vu au quotidien lorsqu'elle travaille, notamment plutôt l'été, mais même cette saison-là. Alors, avantage, il y en a plusieurs. D'abord, ça pollue pas, mais surtout, ça permet d'être beaucoup plus en contact avec les habitants, puisque vous pouvez interpeller le policier qui est sur son vélo, c'est plus compliqué quand il est dans sa voiture. Mais ça permet aussi, et notamment je pense à des quartiers comme la Fontaine Couverte ou même Quibré où il y a des petits chemins, ça permet de se faufiler partout et de patrouiller tranquillement partout dans la ville, ce qu'on ne peut pas faire parfois avec le véhicule. On a acquis, ça on l'avait vu en début de mandat, un cinémomètre pour faire des contrôles de vitesse en haut à droite. Et j'ai opté en accord avec le chef de la PM, Sébastien Martin, sur un armement intermédiaire. Vous savez, il y a plusieurs types d'armements dans la police municipale. Ça commence, il y a le bâton, il y a la gazeuse. Et c'est plutôt un armement de proximité. C'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui vient sur vous, vous pouvez... Voilà. Mais il nous manquait quelque chose pour une intervention qui pourrait être semi-dangereuse à quelques mètres. Et donc l'avantage du taser, le pistolet à impulsion électrique, permet de se protéger et d'intervenir sur quelqu'un qui serait dangereux à une distance médiane. Après, l'étape d'après, qui n'est pas d'actualité à Falaise, c'est l'armement létal, puisque j'estime pas nécessaire à aujourd'hui en tout cas le fait de posséder un armement létal. Sous l'impulsion du chef de la police municipale, nous avons travaillé à la réorganisation du service, présence renforcée sur le terrain. On a allégé la présence au bureau pour avoir beaucoup plus de présence terrain, parce que la présence terrain, ça permet d'être au contact de la population, d'entendre des choses, d'agir, de faire baisser la pression dans certaines relations de voisinage ou des choses comme ça. Ils travaillent. Nous, les élus, nous leur confions le travail des mises en bière. Ils sont en charge de la gestion des animaux en divagation, la gestion des nuisibles. On travaille aussi à un renforcement des liaisons avec les autres polices municipales pour voir comment elles travaillent. Avant, on travaillait un petit peu de façon isolée. Maintenant, les 4 agents vont rencontrer leurs collègues et échangent sur leurs pratiques. Ils travaillent sur tout ce qui est police de la route, code de la route, mais on y reviendra tout à l'heure dans la partie prévention. Lutte contre les dépôts sauvages, c'est une des missions aussi. Vous savez que dans la procédure qui a été mise en place depuis qu'on n'a plus le ramassage mensuel, on lutte contre les dépôts sauvages, on verbalise les dépôts sauvages, et c'est la police municipale qui est là pour faire les enquêtes de voisinage quand il y a des dépôts sauvages, et de remonter et de verbaliser. On travaille de façon conjointe avec la gendarmerie, de façon forte.
parce que c'est important que la puissance d'État et la puissance municipale travaillent main dans la main. On travaille très très bien avec la préfecture du Calvados, mais on y reviendra tout à l'heure dans le cadre du CLSPD notamment. On travaille sur la transmission, on accueille des stagiaires, des écoles qui travaillent sur la sécurité, et on travaille aussi sur la formation continue de nos agents. Alors, ensuite, on a travaillé sur la sécurisation pérenne des espaces publics où on accueille régulièrement des manifestations. On va en parler tout à l'heure, il y en a 3 grosso modo. La première et la plus grosse, vous la connaissez, c'est le parc de la Fresnay, qui est le lieu où ont lieu des compétitions sportives, les crosses des écoles, des manifestations culturelles dans le cadre des médiévales, enfin voilà. Et dans le cadre de Vigipirate 3, niveau urgence attentat, on a nécessité de structurer une défense contre les véhicules béliers notamment. Nous avions mis en place de façon provisoire les vieux blocs béton, là, vous savez, qu'on utilise, et on a décidé de passer sur quelque chose qu'on s'aperçoit qu'on ne redescend pas en termes de vigilance attentat. Eh bien, on a décidé d'investir de façon définitive sur une sécurisation avec des gabions qui ont été installés au printemps dernier, ce qui nous permet de récupérer nos blocs béton pour faire autre chose. Et ça permet aussi d'avoir de façon pérenne un système qui sécurise le parc de la Fresnay de façon assez simple pour les associations qui organisent les événements. Parce qu'il ne faut pas oublier que le maire est responsable des événements municipaux qui se passent au parc de la Fresnay, mais les événements associatifs, le club de hand ou le club de volley qui organise son tournoi d'été au parc de la Fresnay, c'est le président de l'association qui prend la responsabilité en termes de sécurité. Donc ça simplifie le travail aussi pour les présidents d'associations. Sécurisation qui avait été décidée par le CSR, celui-là c'est la place Guillaume qui est juste au pied de l'hôtel de ville. Il y avait une volonté de piétoniser au maximum cet espace pour les clients, les touristes qui viennent des Bercagnes, qui vont vers le château Guillaume le Conquérant, vers le mémorial ou l'office de tourisme. Et donc nous avions fait un test dans un premier temps et nous avons pérennisé après évaluation avec les jardinières que vous avez vues intégrées. On y a intégré des bancs puisque vous savez que c'est le point de départ des examens du permis de conduire. Et donc pour éviter que les jeunes soient debout, on leur a mis des bancs. Ensuite, troisième point important de l'espace falaisien qui accueille beaucoup de monde, soit le samedi matin dans le cadre du marché, soit pour des événements comme les médiévales, comme le marché de Noël, c'est la place Belle-Croix et les alentours. Actuellement, donc nous avons obligation de sécuriser. Actuellement, nous avons une sécurisation partielle qui est composée de barrières Vauban, des barrières métalliques, et de véhicules qu'on positionne sur les axes à grande, potentiellement des véhicules pourraient aller à grande vitesse. Et l'idée, c'est de passer sur une sécurisation pérenne, de façon à plus embêter le samedi matin avec des voitures à mettre à droite à gauche, y compris pour les associations. Je pense à Lucia lorsqu'il organise au mois de juillet sa braderie. Ils sont obligés tous les ans de mobiliser une douzaine de voitures pour sécuriser. Et bien là, ils vont alléger un petit peu puisqu'il y aura juste à relever le dispositif que vous voyez sur votre droite. L'appel d'offres doit être en cours, donc il y a le budget, on avait voté le budget, il y a 120 000 € qui sont investis là-dessus et on espère une pause au premier trimestre 2026. Donc concrètement, alors soit on va être en fonction des axes, soit sur les picots que vous avez vus sur route, ou alors sur des barrières comme celle-ci. L'idée c'est qu'on n'ait pas d'espace de plus de 1,50 m à peu près où pourrait s'engouffrer une voiture. D'accord ? On privilégie le système que vous avez vu sur la diapo d'avant, c'est là où potentiellement une voiture peut prendre de la vitesse. La voiture, elle se prend les picots sous le moteur et la voiture ne bouge plus. Là, c'est plus à des endroits, vous voyez, où potentiellement il y a un petit espace, mais il n'y a pas de risque de vitesse particulière. Donc là, on peut prendre un dispositif un peu plus léger comme celui-là. Un sujet sur lequel a travaillé le CSR depuis quelques années, et là, on avait une vraie problématique, parce que l'accident qui a eu lieu au mois d'août cet été, un accident purement matériel, mais nous a permis d'accélérer un petit peu la cadence, c'est les entrées de ville, et notamment toutes ces routes départementales qui rentrent dans Falaise. La route, l'avenue de Verdun, celle qui vient des Rennes,
la route d'Argentan, la route de Putange et la route de Bretagne, qui sont des routes départementales, donc qui appartiennent au département, qui sont des pénétrantes importantes, de grande largeur, où on constate des vitesses excessives. Alors, pas tout le temps, parce que quand on fait des contrôles de vitesse, on ne prend pas autant de voitures que ça, mais il y a potentiellement des vitesses assez fortes. Et donc, on a rencontré le département au mois de septembre pour leur dire voilà, nous, il y a une volonté claire de la ville de travailler sur des aménagements sur ces 4 pénétrantes. En 2026, il faut qu'on réussisse à avancer. Donc, on a un accord favorable, un avis favorable du département qui nous a dit bah, faites-nous des propositions. On regarde et on vous donne notre feu vert. Alors, les investissements seront à la charge de la ville, bien sûr, parce que la sécurité sur le territoire de la ville reste compétence de la ville, même si c'est sur une route départementale. Mais donc l'idée, c'est de traiter ces artères pour réduire la vitesse et sécuriser les circulations piétonnes, les traversées piétonnes notamment, et les cyclistes. On vous a mis un exemple des différents types d'équipements qu'il pourrait y avoir. Là, on a pris, alors on vous a pas tout mis, on a pris la route de Bretagne. Donc la route de Bretagne, vous voyez, celle qui passe devant l'hôpital. Donc quand vous rentrez, vous descendez. Donc en plus, on est sur une descente. Donc on a potentiellement, régulièrement, il y a des élus qui habitent là-bas, on peut avoir des véhicules qui sont allègrement au-delà des 100 km/h à certains moments de la journée sur cette descente, alors qu'elle est limitée à 50. Donc la problématique, c'est une route qui est très large. Donc l'idée c'est de pouvoir et la réduire, c'est pas simple, surtout que potentiellement il faut préserver l'avenir si un jour il y avait une piste cyclable qui venait à s'inscrire ou quelque chose. Donc il y a différents types d'aménagements possibles sur une route comme celle-ci. Celui de gauche, c'est une chicane avec un îlot central par exemple, ou alors une chicane simple comme le deuxième petit tableau. Ensuite il y a les fameux plateaux traversants, hein. Donc pour un passage piéton par exemple, on monte et on redescend. Ou alors il y a carrément les carrefours, comme on a rue de la Bastiale, comme on a en haut de la rue Le Baillif, hein, des plateaux qui font une certaine, ou avenue d'Asting, des plateaux où on a une distance de 7-8 mètres, on monte et on descend. Sur ce type de voie, on ne peut pas avoir de dodane. Vous savez, les dodanes, comme on peut avoir rue Le Baillif ou des choses comme on a sur le parking de Carrefour Market, ça c'est pas possible parce que ça reste une route départementale, donc c'est une route à grand trafic où il y a des camions, où il y a des bus, donc on peut pas faire ce qu'on veut. Donc c'est des choses comme ça qui vont être présentées, que j'espère qu'on pourra présenter au département d'ici la fin de l'année, pour que eux puissent étudier. C'est ce qu'on a sur la page d'après. Euh, L'idée, le calendrier qu'on a en tête, c'est que le département puisse nous faire un retour au plus tard la fin du premier semestre 26 sur ces différents aménagements, qu'on puisse nous les planifier dès l'automne. Il me semblerait intéressant qu'on puisse commencer par l'avenue de Verdun, mais ça on verra en fonction du département. Mais c'est là qu'on a les excès les plus forts et avec une présence forte d'habitation, puisque vous avez tout le quartier de la Pavane. Il y a pas mal de personnes qui habitent là, il y a des enfants, donc je pense que c'est un des endroits où il faut agir en priorité, sachant que c'est une zone 30, mais qui n'est malheureusement pas souvent respectée. En sécurisation, on fait aussi la sécurisation qu'on classe, nous, de grande ampleur. C'est les grandes opérations. Alors, il y en a une qui est récurrente, ce sont les médiévales. Et ça rentre dans le giron de la police municipale. En complément d'autres services, bien évidemment, on est plus sur de la coordination, mais on travaille avec différents corps, que ce soit la gendarmerie, bien évidemment, les services de l'État, divers et variés, des sociétés privées, un événement qui réunit, si on prend l'édition 2025, hein, qui est une édition record, je pense sous le contrôle de Grégoire, mais on est à 47 000 personnes sur 2 jours. Donc ça fait un monde considérable avec des moments forts, très forts, je pense notamment au spectacle du samedi soir, où on était entre 4 et 5 000 personnes dans le parc de la Fresnay. Donc il y a nécessité de sécuriser ce type d'événement au long cours, et puis de manière précise et ponctuelle, comme la sortie du spectacle du samedi soir. Autre événement qui lui était exceptionnel et qui restera exceptionnel, c'était le passage de la flamme olympique. On pourrait se dire, bah, il y a beaucoup moins de monde, il y avait que 20 000, donc c'est plus simple. Sauf que c'était beaucoup moins simple parce que c'était sur un grand parcours avec des règles qui nous étaient imposées. Là, on n'étions pas décideurs, mais c'était des règles qui nous étaient imposées par les services de l'État et par les services de la préfecture notamment, avec nécessité de coordonner et de se mettre d'accord
avec l'ensemble des différents acteurs, notamment la gendarmerie, un dispositif hors norme. Il y avait 130 gendarmes, 150 gendarmes l'après-midi du 31 mai 2024. Vous ne les avez pas tous vus, hein, mais nous, on sait qu'ils étaient là, cachés un peu partout. Euh, et le matin, nous avions organisé, la communauté commune et la ville de Falaise avaient organisé la venue sur Falaise de plus de 1000 enfants, 1173 enfants des écoles du pays de Falaise, sur le parcours de la flamme. Et donc, il avait fallu aussi sécuriser cette présence massive des enfants, puisque, rappelons-nous, on agit toujours dans le cadre de Vigipirate Urgence Attentat. Peut-être un point, je suis pas trop mal dans le timing. Peut-être un point par rapport à ça. C'est une discussion qu'on a pu avoir avec, en bureau exécutif ou en bureau municipal sur le niveau de sécurisation. On l'a vu récemment, la semaine dernière ou il y a 15 jours, Sable d'Olonne, c'est à l'île d'Oléron. L'Oléron, c'est tranquille, hein. L'Oléron, c'est pas Paris, c'est pas Nice. L'île d'Oléron, on a un gars qui décide de passer à l'acte et qui assassine des personnes. Ça peut arriver partout. Ça n'arrive pas que dans les grandes villes. La vigilance Vigipirate, elle s'applique partout pour les attentats, mais pas que. Si on prend la sécurisation du parc de la Fresnay, je prends toujours cet exemple-là, on n'est pas à l'abri de personne qui fait un malaise au volant. On a eu le cas en début de mandat à l'école de la Crosse, monsieur qui a fait un malaise cardiaque et voilà, au volant de sa voiture. On peut l'avoir, quelqu'un qui rentre dans le parc de la Fresnay, tout va bien, qui fait un malaise à un moment. Vous imaginez, il n'y a pas de bloc, et il passe à travers les arbres et il descend devant le parc. Au moment où il y a le cross des écoles, vous vous retrouvez avec un drame absolu. Donc la sécurité, elle fonctionne bien évidemment pour les attentats, mais aussi dans d'autres cas. J'ai le souvenir, alors je parle sur le contrôle de Valérie qui s'en souvient peut-être, lors d'un marché d'été à Guibray le mandat précédent, où une voiture folle était rentrée dans le marché nocturne et c'est le policier municipal de l'époque qui, voyant le fait se faire, était tombé sur le capot de la voiture avec sa matraque pour stopper la voiture. Ça peut arriver partout et ce sentiment, cette nécessité d'être vigilant par rapport aux problématiques de sécurité doit nous accompagner dans l'ensemble de nos décisions et l'ensemble de nos organisations. Assistance aux associations, donc ça c'est le rôle de l'APM. Conseil technique en sécurisation des événements de moindre ampleur, le tournoi de foot, le cross des écoles, le carnaval, où vous avez sur la voie publique plusieurs centaines de personnes. Aide pour monter les dossiers de sécurité, ça c'est pour les gros événements, chargé de sécurité, est-ce qu'il faut un SIAP, les arrêtés municipaux, hein, le maire prend des arrêtés pour autoriser le cross sur la voie publique ou pour interdire le stationnement dans telle ou telle rue, déploiement des dispositifs de sécurité, on en a parlé. Est-ce qu'il faut une société privée qui arrive au forum? Vous prenez un agent de sécurité privé pour les spectacles, parce que dans le cas de Vigipirate, il y a obligation de vérifier qu'il n'y a pas de dispositifs explosifs dans les sacs, ou de couteaux ou autres, ou d'armes à feu. Et comment on organise et on structure l'aide, secours, points de sécurité civile, ambulance, tout ça, ça relève des missions de Sébastien Martin. C'est lui qui accompagne les associations falaisiennes. Il faut savoir, alors j'ai plus le chiffre en tête, je ne sais pas si vous l'avez, le nombre d'événements que suit le service fête et manifestation par an. Non, c'est pas 100, c'est pas ça 149 en tête. Le service fête et manifestation accompagne par an 149 événements. Alors il y a les gros, dont on a parlé, mais il y a tous les petits. Les petits, c'est toutes les manifestations que peuvent organiser les écoles ou les associations sur la ville. Et bah, cette expertise qu'on a acquis grâce à tout ce que je vous ai montré jusqu'à présent, eh bien, fait que aujourd'hui on nous sollicite. Et l'exemple type et tout chaud, c'est celui de la semaine dernière. L'ANDIS, qui est l'association nationale des directeurs des services des sports de Normandie, nous a sollicité pour dire, ben voilà, on aimerait faire un atelier de formation sur la sécurité des événements sportifs. Donc ils étaient au pressoir la semaine dernière et nous avons présenté
à des directeurs qui venaient de grosses villes, hein, parce qu'il y avait Rouen, il y avait Le Havre, enfin il y avait pas mal de grosses villes qui étaient là pour dire, bah voilà, comment vous sécurisez pour les gros événements sur la voie publique comme la Flamme Olympique, comme les médiévales, ou des événements plus réduits. Assurer la sécurité des personnes et des biens, ça c'est notre mission, je dirais, obligatoire. Deux, trois petites choses à dire là-dessus. Vous l'aviez vu dans la presse et nous en avions parlé dans le cadre d'une plénière, c'est le plan communal de sauvegarde et que les villes et les intercos doivent avoir un PCS. Le nôtre a été mis en place en décembre 2024. C'est quoi? C'est un protocole d'organisation en cas de crise majeure. Inondation, un incendie, un immeuble de la Fontaine couverte en feu, une tempête, un cyclone. Comment on organise les secours dans la ville, sachant que c'est le maire qui est clé de voûte du dispositif. Donc le maire ou en son absence le premier adjoint ou le deuxième adjoint, enfin voilà. Et on a organisé tout cela au travers d'un document. Et en janvier 2025, nous avons fait un exercice grandeur nature sur la première phase qui est la mise en place de la cellule de crise. Voilà, janvier 2025, on a testé la cellule de crise. Donc on s'est arrêté à la mobilisation des personnes nécessaires, utiles et pertinentes, la mise en place de la cellule et les premières décisions. En lien avec les services de la préfecture, nous avions fait un test, c'était quoi, 20h30 un soir. On avait simulé le chavirage d'un camion de hydrocarbures à la station-service de Carrefour. Et on a réussi à mobiliser en l'espace de 45 minutes quasiment tous les adjoints, quasiment tous les directeurs, voire tous les directeurs de service, la gendarmerie, qui n'était pas au courant, personne n'était au courant, hein. On n'était que trois au courant, les directeurs de service, et puis on a aussi une liste d'agents volontaires, donc 180 agents, on a une liste d'agents qui sont prêts, qui se sont dit prêts à revenir en cas de besoin, s'il y avait besoin, en fonction de leurs compétences. Et donc nous avions fait un test pour voir, en les appelant, s'ils étaient réellement mobilisables, s'ils étaient capables de venir dans la demi-heure par exemple. Et nous avions eu un taux relativement satisfaisant. Et on aurait été capable de lever, je crois que c'était demain, une trentaine d'agents qui étaient prêts à quitter leur maison et revenir travailler pour porter assistance dans le cadre de l'opération. L'idée, c'est de faire un deuxième exercice, là, en grandeur nature, avec la relation aux habitants. Mais là, à cause de la séquence électorale, on a reporté, donc on fera ça, la ville fera ça après les élections. Autre sujet lié à la sécurité, la vidéoprotection. Donc vous savez qu'on travaille dessus, parce qu'on a eu l'occasion d'en parler en conseil municipal. Peut-être revenir un petit peu sur d'abord la vidéoprotection. C'est quoi l'intérêt? L'intérêt, c'est de sécuriser un endroit où on a détecté des problématiques, possibilités de trafic de stupes, comme ça, des peaux sauvages, des problématiques de bagarre. Alors, je vous rassure, il y en a peu, mais voilà. Donc on identifie d'abord, et puis on se dit là, il y aurait peut-être un intérêt. Voilà. L'autre intérêt de la vidéoprotection, c'est d'accompagner les forces de gendarmerie lorsqu'elles enquêtent. Régulièrement, lorsqu'il y a un fait à Falaise, eh bien, la gendarmerie réquisitionne la police municipale en disant on aurait besoin de vérifier les bandes de telle caméra parce qu'on a eu un fait la rue d'à côté ou dans cette rue et on aimerait savoir si vous voyez quelqu'un de façon à identifier. L'idée de la ville, et c'est depuis toujours, même avec nos prédécesseurs, et d'avoir, c'est pas d'avoir des caméras partout, mais c'est de pouvoir assurer une protection là où il y en a besoin. Durant le précédent mandat, 8 caméras avaient été installées, essentiellement au niveau de la gare routière du lycée et du collège, parce que à l'époque, c'est plus le cas maintenant, mais à l'époque, il y avait souvent des bagarres entre Falaise et Saint-Pierre-en-Auge. Et donc, pour mettre fin à cette problématique et sécuriser la zone, Éric Massé avait décidé l'implantation de ces caméras. Ça, c'est ce qui s'est passé avant.
En début de mandat, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a travaillé à la mise en place de caméras nomades. C'est quoi l'avantage et l'intérêt d'une caméra nomade? C'est-à-dire que bah, vous la mettez à un endroit et une fois qu'il n'y a plus de problème, vous pouvez la mettre ailleurs et vous la déplacez comme ça au gré des besoins. Contrairement à la caméra fixe où une fois qu'elle y est, elle ne bouge plus. Donc nous avons en 2023-2024 acheté 3 caméras solaires nomades, sachant qu'il y en avait une avant, donc on est à 4, et qui nous permet de positionner en fonction des besoins des remontées des élus euh, à certains endroits. Donc il y en a eu Place Guillaume, il y en a eu au Jardin Partagé à une époque, des fois elle est actuellement une avenue d'Hastings. Euh, on en a mis une au stade de foot, Place Foch, enfin ça tourne, hein. Il y en a une rue Le Baillif actuellement. L'idée, c'est quelque part de créer un, pression un petit peu d'insécurité pour les délinquants de façon à ce qu'ils disent ah ouais mince, il y a une caméra, il faut que je fasse attention. Et puis vraiment de pouvoir identifier, faire cesser des infractions. Et de fait, on s'aperçoit que dès qu'il y a une caméra, il n'y a plus d'infraction. Après, ce qui ne veut pas dire que l'infraction est complètement, elle peut se reporter sur une autre rue, hein. Euh, c'est pas parce que vous mettez une caméra à un endroit que la rue d'à côté, il ne va pas y avoir de problème. Ça peut déplacer le problème. Mais le fait d'avoir des mobiles, c'est quand même beaucoup plus souple pour nous pour travailler. Et donc, on avait, dans ce cadre-là, travaillé sur un plan d'autorisation de la part des services de la préfecture, parce que bien évidemment, c'est pas aussi simple que l'on veut, hein, comme certains voudraient le laisser croire, qu'on met des caméras où on veut, quand on veut, voilà. Pour pouvoir mettre une caméra, il faut une autorisation préfectorale. Et c'est un dossier qui est relativement complexe, qui est long, qui doit passer en commission préfectorale. Et nous avions fait ce travail pour les caméras mobiles. Là, nous avons déposé, il est déposé, hein, oui, c'est imminent, un projet, voilà, et un projet de modification de notre périmètre pour y ajouter un certain nombre de rues nouvelles où on a détecté depuis des problématiques et de façon à ce que le préfet nous autorise à positionner ces caméras. On doit passer en commission du mois de février prochain. Et donc l'acte 3, c'est celui qu'on a eu l'occasion d'évoquer ensemble lors de la discussion budgétaire, c'est de développer quelques caméras fixes complémentaires à des endroits où nous savons que nous avons des problématiques régulières, c'est par période, mais ça arrive, devant le château de la Fresnay, le parking arrière du château de la Fresnay, l'aire de jeu, où on a pu avoir des dégradations. L'été s'est bien passé parce qu'il y a une caméra. Donc l'idée c'est de passer sur une fixe et protéger cette partie arrière. Parce que c'est un endroit où il y a des rencontres nocturnes de temps en temps. Et voilà, ce serait bien que ça reste un endroit paisible. Autre endroit qui a été identifié, c'est la promenade des Cordeliers, puisque ça va devenir un lieu de balade avec des tables de pique-nique. Donc l'idée c'est que ce ne soit pas un lieu où il y a la fête toute la nuit à temps plein avec des bouteilles en verre qui tombent dans les mares. Donc c'est protéger la promenade des Cordeliers. La place Guillaume le Conquérant, c'était au départ la protection notamment alors, des événements, parce que quand il y a les médiévales, ça nous permet d'avoir une vision sur les médiévales. Protéger les sanitaires de l'Office du tourisme où il y a des problématiques, et puis récemment protéger le char où nous avons eu tag. La place Holman, passer en fixe parce qu'actuellement on a une mobile et en fin de compte on s'aperçoit que c'est un point qui est vraiment important à la fontaine couverte de sécuriser cet espace parce qu'il y a des commerces et on a des fois des jeunes qui montent sur les toits, qui se mettent en danger. Donc c'est important pour nous de pouvoir sécuriser cet aspect-là. Et le rond-point de la gendarmerie, là c'est plus une demande de la gendarmerie. L'idée c'est pour eux de savoir quand ils ont un fait à falaise, savoir qui est rentré et qui est sorti potentiellement de la ville. Et comme c'est l'entrée qui vient de Caen, pour eux, c'était important d'avoir une vision là, sur cet aspect-là. Demande que vous avez faite lorsque la gendarmerie avait été attaquée il y a 3 ans. Il y avait une attaque. Et donc, on leur avait dit qu'on travaillerait sur ce projet-là. Le stade de Guibray, le terrain synthétique. Pourquoi Pourquoi? Tout simplement parce que on s'est 3 reprises aperçu qu'il y avait un abruti qui roulait avec son scooter sur le terrain synthétique. Et quand on connaît le prix d'un terrain synthétique, on peut espérer quand même que ce terrain soit réservé aux gens du club qui font du foot et non pas aux scooters.
le vestiaire pour éviter les effractions, et la tribune, l'ancienne tribune du stade, parce que là aussi, on a des fois l'été des petits rassemblements alcoolisés. Ensuite, il y aura une deuxième phase. Ça, ce sera le mandat d'après. Des points qui ont été identifiés, la place Belle-Croix, la rue Aristide-Briand, la rue des Champs-Saint-Georges, la rue Saint-Gervais, le parking des Bercagnes, la rue de Brette, le bas de la rue Brette, la route de Bretagne, le rond-point de la Tâche, la route de Putange et la place Germont. Là, ce sera des choses qui devront être réévaluées le moment venu. C'est des choses que nous, on a imaginées. Après, lorsque on passera à l'acte, donc est-ce que ce sera 26 ou 27, il faudra réévaluer et voir si ces emplacements sont toujours pertinents. Et l'idée, c'est d'avoir une deuxième phase pour avoir 10 caméras supplémentaires. Avec le CSPT, est-ce qu'il y a des questions? Parce que comme je sais que c'est un sujet qui intéresse les caméras. Pas encore. Alors, il y a Red Matic normalement. Euh, voilà, ça c'est. Il y a une époque où on avait identifié Reine Mathilde. Alors, ça me permet, c'est bien la question, ça me permet de compléter avec quelque chose. Ah oui, c'est rue Aristide Briand. Elle est là. C'est celle en bas à gauche. On la monte assez de façon à pouvoir récupérer les personnes qui viennent du boulevard de la Fontaine Couverte. C'est pour ça qu'elle est positionnée plutôt proche de Reine Mathilde que du cimetière de Guibray, par exemple. On te dit. Alors, quand tu regardes bien, elles vont toutes l'être. L'objectif, c'est de toutes les faire. L'objectif, bah, on a la route de Putange, on a Bretagne, on a Aristide-Briand, il manque juste Verdun. Il n'est pas pour l'instant. Je disais, il faut des contraintes sujet. Parce que si on doit. Ce qu'on a. Il y a. C'est bon. La gendarmerie, quand on a travaillé avec eux sur ce sujet, souhaitait justement une caméra sur toutes les entrées pour savoir qui rentre, qui sort en cas de fait délictuel en ville. On l'a eu le cas l'année dernière avec la voiture folle qui venait de Caen, qui s'est arrêtée place Bellecroix. C'est important pour eux, dans le cadre d'enquête judiciaire, de pouvoir conforter des avis qu'ils peuvent avoir dans le cadre de l'enquête. C'est le point que je écoute à cas de la question de M. Baloche, c'est la complexité du sujet. Au départ, on a demandé au service de travailler. Et on s'est aperçu très vite par rapport à ce que disait Sébastien Martin tout de suite, c'est qu'il y a deux sujets, il y a l'alimentation électrique et la transmission des images. Et c'est pas aussi simple, parce qu'il y a, tous les cas sont différents, puisque Falaise n'est pas une ville plate, Falaise est une ville avec des bosses, et ça a été relativement complexe, ce qui a fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce qui nous a fait changer d'avis au printemps dernier, en disant, à la demande des services, il faut prendre quelqu'un de spécialisé par rapport à ça, parce qu'on n'y arrive pas. Donc nous avons pris un assistant de maîtrise d'ouvrage qui nous a accompagnés, qui nous a rendu son rapport récemment, et qui va nous permettre maintenant de lancer la, la consultation, enfin un appel d'offres, sachant que l'idée, puisque ce sont des caméras qui sont subventionnables normalement par les services de l'État, dans le cadre soit de la DETR, soit du PD. Mais pour ça, il faut savoir si le Parlement donnera les moyens à l'État de donner de l'argent sur la sécurité en 2026. Et si c'est le cas, on présentera ce dossier
au service de l'État en début d'année, de façon à ce que nos dossiers puissent être pris en compte. Le CLSPD, c'est cette organisation qu'on a mis en place en 2023, Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. C'est la structure au niveau de la ville qui coordonne la sécurité et la prévention sur des thèmes que nous avons identifiés au niveau de la ville. Il y a deux instances qui sont à côté, instance de concertation. Le comité de sécurité routière, on en a parlé, qui se réunit tous les mois à peu près, avec des représentants de la majorité et de l'opposition, la police municipale, la gendarmerie qui est conviée, et l'ingénieur de la ville pour les aspects aménagement, et la responsable du service juridique qui est arrêtée. Et l'Observatoire des incivilités, qui est une structure qui existait, qui avait été mise en place par Elisabeth Jossaume il y a quelques années, qui se réunit elle aussi tous les mois et qui rassemble autour de la table toutes les structures qui accompagnent, qui peuvent accompagner les personnes qui génèrent des incivilités ou qui pourraient en générer. Problème de voisinage, problème d'alcoolisme plus sur la voie publique, enfin des choses comme ça. Et c'est de suivre pour pouvoir accompagner le mieux possible des situations individuelles sur la ville. Donc ce groupe de travail est soumis au secret. Personne ne sait à l'intérieur. Et il y a un protocole qui nous a été demandé par le procureur de façon à informer au préalable la personne dont on va parler. Elle sait qu'on va parler de son cas et qu'elle peut avoir accès à l'information. On ne parle pas de cas sans que la personne soit au courant. Et c'est important pour nous de suivre. C'est un outil qui avait été mis en place il y a une dizaine d'années. Et autour de la table, on retrouve l'établissement scolaire, on retrouve donc public-privé, on retrouve l'hôpital, on retrouve la circonscription d'action sociale, Inolia, le bailleur social, le CCAS de la ville, et puis quelques élus concernés par la problématique. Et donc le CLSPD, il se réunit, donc il est composé de plusieurs groupes. Vous voulez en dire deux mots? Ouais. CLSP se compose comme ça, sont les problématiques du 4 groupes de travail ont été identifiés et travaillent actuellement. Alors, en autonomie d'un côté et en transversalité de l'autre, puisqu'on s'est rendu compte qu'au final, il y avait des actions qu'on pouvait trouver sur un groupe de travail, mais qui allaient toucher plusieurs groupes. Donc, ces 4 groupes, on a la délinquance du quotidien, qui est gérée par la police municipale de Falaise. On a la prévention jeunesse et addiction, qui lui va travailler sur le secteur, tous les problèmes qui peuvent toucher les jeunes de tout âge. On a la lutte contre les discriminations. Discrimination, il en existe autant qu'on peut en imaginer. Et ce groupe évolue, en fait, c'est une situation qui est évolutive. On a par exemple identifié des nouveaux sujets auxquels on n'avait pas forcément pensé l'année dernière, tout simplement parce qu'on ne les connaissait pas. Ce sont des sujets qui sont arrivés sur le territoire. Et on a les violences intrafamiliales. Alors, violences intrafamiliales, vous avez vu les chiffres. Je dirais que M. le maire les a assez présentés. Vous voyez, c'est le seul chiffre sur lequel on est bon sans être bon, puisqu'on a une réelle problématique et on est bon. Là, le CLSPD, le groupe de travail, prend toute son importance et son ampleur. C'est un groupe qui est également très proactif, avec des actions qui sont portées, notamment les gestes premiers secours. La deuxième édition a été réalisée il y a une semaine, je crois, au gymnase de la Crosse. Merci. Donc ce CLSPD fonctionne très bien. C'est quelque chose qui est assez. Il en existe dans les grandes villes. Des fois, ça a du mal à fonctionner parce que pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait un investissement des membres des commissions. Et la chance que l'on a à Falaise, c'est que les coordonnateurs de groupe et les membres des groupes sont présents et sont actifs et contribuent à cet aspect-là. Juste un petit mot, parce que c'est un sujet d'actualité pas mal. On parle beaucoup de stupéfiants actuellement en France, notamment ce qui se passe dans le sud de la France ou en région parisienne. On n'a pas de problématique majeure de stup. Mais, comme partout, il y a un petit peu. Voilà. L'idée, c'est que on maîtrise le petit peu. C'est pour ça qu'on est assez vigilant sur ce point-là, avec la gendarmerie et la police municipale, qu'il y a un groupe sur les addictions qui travaille entre autres, mais pas que, sur les addictions aux stupéfiants.
parce qu'on voit les ravages que ça peut faire et on s'aperçoit que quand on regarde les villes ailleurs, quand au départ on peut maîtriser. Et à un moment on ne maîtrise plus. Et on voit bien qu'il y a des villes, des grandes villes, où ils ont des vraies difficultés pour maîtriser parce qu'ils ne maîtrisent plus rien. Il est hors de question. Alors, on en est très loin, on est à des années-lumière de ça, nous. Hein. Mais l'idée, c'est de ne rien lâcher de façon à protéger les habitants et notamment les jeunes qui sont potentiellement les premières cibles des trafiquants. Mise en place du rappel à l'ordre avec le procureur de la République. On en avait eu l'occasion d'en parler puisque vous m'aviez autorisé à signer cette convention avec le procureur. C'est la possibilité, en tant que maire, d'apporter un premier niveau de sanction à un fait délictuel mineur. Hein, c'est-à-dire que dès qu'il y a une procédure qui est engagée, on ne peut plus rien faire. Mais s'il n'y a pas de plainte, eh bien, et que c'est quelque chose qui malgré tout, est répréhensible, eh bien, on demande l'autorisation et le procureur m'autorise à rappeler à l'ordre un habitant ou, si c'est un mineur, ses parents, par rapport aux faits. Ce rappel à l'ordre est enregistré par le parquet et ce qui permet que voilà, c'est un peu le premier, c'est le carton jaune, hein, c'est ce que je leur dis souvent, vous avez votre premier carton jaune, la prochaine fois, ce sera pas moi, ce sera un juge qui prendra le relais. On le fait parce qu'on est vraiment vigilant sur l'absentéisme. Une déscolarisation, souvent, c'est la porte ouverte à un glissement dangereux. Donc, on travaille avec les écoles élémentaires beaucoup, le collège et le lycée aussi. Lorsqu'il y a des... Même si c'est plus complexe avec le collège et le lycée, parce qu'on n'a pas une relation directe, ça passe par d'autres canaux, mais dès qu'on a des absentéismes répétés assez forts, une fois que l'éducation nationale, son process n'a pas fonctionné, on récupère le dossier de façon à taper un peu plus fort et rappeler aux parents l'obligation de scolarité des enfants et des jeunes. Sensibiliser le public, on a fait, donc il y a les côtés répressifs, on l'a vu tout à l'heure, le côté sécurité, sécurisation, et il y a aussi la sensibilisation. C'est un point fort, c'est l'esprit même du CLSPD, et l'idée c'est d'accompagner, d'expliquer, de former, de façon à ce que le bien vivre ensemble se poursuive sereinement à Falaise. On a fait une réunion de formation auprès des propriétaires de chiens, parce qu'il y a une époque, alors il y a 3 ans, ça partait dans tous les sens. Les gens achetaient des chiens mais ne maîtrisaient pas leurs chiens. Ils ne savaient pas comment réagir avec leurs chiens. Donc on avait fait une formation en lien avec la gendarmerie. Les services de la police municipale font régulièrement des interventions sur le harcèlement et le cyberharcèlement, qui est un vrai fléau au collège et au lycée. Il n'y a pas de... Enfin, c'est arrivé déjà 2-3 fois depuis le début de l'année scolaire que des élèves du collège ou du lycée soient harcelés. Ils sont là, écoutez bien, on essaye au maximum, mais c'est un vrai fléau. C'est un vrai fléau. Et les personnes qui sont victimes de ces cyberharcèlements, souvent ont beaucoup de mal à remonter la pente. Donc il faut vraiment avoir cette capacité à détecter à partir de quel moment on bascule de la plaisanterie au harcèlement. Et donc la formation qui est enseignée par la police municipale dans les classes de 5e, c'est souvent le niveau sur lequel vous intervenez, eh bien vise ça. On a fait un colloque sur l'exhibitionnisme et le voyeurisme. Ça, c'était à la piscine, parce qu'il y avait eu des cas. Donc le personnel de Forméo avait demandé une formation là-dessus. Réglementation sur les EPDM, les trottinettes électriques. La réglementation bouge et on voit un petit peu tout et n'importe quoi. Alors c'est mieux dans la ville. 2 personnes sur une trottinette, c'est pas possible, on n'a pas le droit. 14 ans, enfin voilà, il y a tout le schéma. Donc on forme les élèves de 4e et les élèves de CM2. Consentement et violence intrafamiliale, ça c'est tous les élèves de CM1 qui y passent. C'est en lien avec l'opération qu'on mène sur la dénonciation des vifs dans la ville. On a formé les élus de la ville à la gestion avec le GIGN, gestion du stress et des situations conflictuelles, parce que nos agents qui sont en contact direct, les agents de l'état civil, mais pas que, ont des fois face à eux des personnes qui pètent un plomb, qui deviennent violents, soit verbalement, soit physiquement. Donc c'était important pour nos agents d'être formés, et un certain nombre d'élus ont aussi participé, puisque certains élus ont été, durant leur mandat, agressés. Voilà. Et le dernier sujet dont je voulais vous parler,
avant éventuellement de répondre aux questions, c'est la convention que nous proposons pour les établissements scolaires qui procèdent à des exclusions de leurs élèves. En cas de conseil de discipline. C'est une idée qui a été travaillée, qu'on a eue avec un établissement de région parisienne qui est travaillé là-dessus et on a travaillé à notre propre convention. Il y a une communication qui a été faite auprès des établissements scolaires de Falaise, potentiellement concernés par les conseils de discipline, à savoir l'institution Trinité, le collège des Douys et le lycée Guillaume le Conquérant, avec des accueils différents en fonction des intervenants et des interlocuteurs. Mais il y a bien eu, et je précise, parce que des propos ont été tenus récemment dans un conseil d'administration qui ne sont pas la réalité, donc je rectifie les propos. Les chefs d'établissement ont été destinataires de cette convention pour discussion et on est allé les voir pour leur présenter. Actuellement, la convention est partie depuis quasiment un an au service de la DAZEN. On a une réunion imminente dans les jours ou semaines qui viennent avec la DAZEN pour regarder la convention et modifier s'il y a besoin de modifier certains aspects. L'idée, c'est quoi? C'est qu'un élève qui est exclu temporairement de l'établissement scolaire, plutôt que d'être chez lui devant sa télé ou de faire l'andouille dans la rue, c'est qu'il puisse être pris en compte par les services de la ville, la police municipale, les services, de façon à ce qu'il découvre autre chose plutôt que d'être chez lui et rendre service à la collectivité. Et c'est ça, avec un accompagnement en accord bien évidemment avec les parents. Hein, c'est une convention tripartite. L'établissement, les parents et la ville. Ça, beaucoup de communes, suite à l'article qui est sorti, beaucoup de communes en France nous ont sollicité pour réclamer cette convention. Donc elle est en place dans plein d'établissements en France, dans l'Orne, mais pas à Falaise, pas pour l'instant. Donc on a bon espoir qu'on arrive à la mettre en œuvre d'ici la fin de l'année, parce qu'il y a déjà eu des conseils de discipline depuis le début de l'année, et malheureusement il n'y a pas eu de cette alternative proposée qui reste facultative, bien évidemment. Si les parents s'opposent à la signature de la convention, ils gardent la responsabilité sur leur enfant. Et pour nous, ça nous semblait intéressant de proposer quelque chose pour les élèves temporairement exclus. Voilà, je crois que on a terminé. Alors, on a essayé de balayer un petit peu hein, pour vous rapporter en séance plénière le travail du comité de sécurité routière qui va se réunir encore 3-4 fois d'ici la fin de la mandature. Les travaux du CLSPD et les travaux de la police municipale et des différents services de la ville concernés par ces problématiques. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions? C'était clair, bah, c'est mieux. Eh bien, ce que je vous propose, c'est de prendre. Alors, je sais pas quelle heure il est, moins 5 à peu près. Prendre 5 minutes pour ceux qui en ont besoin. Et puis, on passe en format conseil municipal à 19h. Merci.
Bien, je vous propose d'ouvrir cette séance du conseil municipal du... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je vous propose d'ouvrir la séance du conseil municipal du 17 novembre 2025. Il est 19h04. Je vous précise dans un premier temps que Nathalie Peunier m'a donné pouvoir et qu'en son absence provisoire, Clara Devel a donné pouvoir à Valérie Marie-Rouquette. Et logiquement, l'ensemble des élus sont présents sinon. Merci à tous pour votre présence. Vous avez trouvé sur table un rapport complémentaire à ajouter à l'ordre du jour concernant un renouvellement de convention. Et Jean-Christophe Savary, d'accord. On n'a pas de pouvoir pour l'instant? Ok. Donc, je vous demande l'autorisation d'ajouter un rapport supplémentaire à l'ordre du jour, celui qui vous a été positionné sur table concernant un renouvellement de convention avec l'UCIA, pour l'UCIA et la Chambre de commerce et la communauté de communes. Je vous demande l'autorisation de l'étudier ce soir. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et vous avez aussi un rapport modifié, le rapport numéro 7. Il y a eu quelques modifications faites à la demande de l'élu. Je vous propose aussi le point numéro 6 de l'ordre du jour de bien vouloir le décaler à huis clos comme il est d'usage. Et donc il serait étudié avec la délibération numéro 21. Est-ce que vous êtes d'accord pour passer ce rapport à huis clos? Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et sur le principe... D'accord. Et sur la mise en place d'un huis clos pour les deux dernières délibérations, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Et merci à la presse de ne pas diffuser la fameuse délibération qui passe, la numéro 6 qui passe à huis clos. Et Jacques Lebray me précise que le rapport modifié, c'est la délibération numéro 9 et non pas la délibération numéro 7. Je vous propose de désigner un secrétaire de séance. Et il revient à la majorité de désigner un membre de ses membres. Je vous propose la candidature du Benjamin Bastien Richard. Qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté. Délibération numéro 2, archives municipales antérieures à 1950. Vous savez que la ville dispose d'un nombre d'archives, que les archives sont des documents d'une importance plus ou moins importante. Les documents peu importants, pas grave, mais ceux qui sont importants, on a vocation à les conserver dans de bonnes conditions. Et lorsque nous avons eu les problématiques de poutres dans le bureau du maire là-haut, on s'est aperçu qu'il y avait à l'étage des archives de qualité, de grande qualité, qui dataient du début du siècle dernier. Et nous avons fait un travail, je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait embauché quelqu'un, un archiviste, pour nous accompagner et nous aider à classer et détruire ce qui ne servait à rien, mais conserver les archives qui étaient nécessaires. Et il y avait eu, et l'idée derrière, c'est de déposer aux archives du Calvados les archives qui le méritent. Et un premier défaut avait été fait en 1939 et un second en 2008, mais celui de 2008 concernait essentiellement les registres d'état civil et pas les documents qui étaient archivés là-haut et ceux qu'on a aussi potentiellement dans les caves de l'hôtel de ville. Afin de régulariser la conservation et la gestion provisoire de nos archives antérieures à 1950, donc on parle bien de celle-ci. C'est vrai qu'on a retrouvé des archives liées à la période de l'occupation, par exemple. Il est proposé de conventionner ce dépôt. Cette convention d'une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction doit être soumise à l'approbation du conseil municipal. Donc la convention serait avec les archives départementales du Calvados et je vous propose, si vous en êtes d'accord, de prendre acte du transfert des archives municipales antérieures à 1950 au sein des archives départementales du Calvados, d'approuver le projet de contrat de dépôt joint en annexe 1 du présent rapport et de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dossier. Est-ce qu'il y a des questions? Bruno Boulier. C'est important de pas être dans le micro parce que sinon on ne vous entend pas dans la retransmission. Alors, la question de Bruno Boulier, c'est pourquoi cette date de 1950? Je pense qu'elle a été prise un petit peu au hasard. C'est par rapport au volume peut-être, et puis l'ancienneté et leur capacité, eux, à absorber.
et nous, de nous faire un peu de place. Hein, puisqu'on conserve malgré tout beaucoup d'archives, parce que depuis 1950, tout est stocké ici. Il y en avait dans le grenier de l'hôtel de ville, il y en a dans le sous-sol de l'hôtel de ville, il y en a au sous-sol de l'espace Mandela. L'idée, c'est que tout ce qui est important soit archivé de façon propre et organisé au département, sachant qu'on a toujours accès, bien évidemment. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix qui est contre, s'abstient, c'est adopté. Recensement de la population 2026, coordonnateur communal, adjoint et agent recenseur. Vous savez que la ville de Falaise sera recensée cet hiver entre le 15 janvier et le 14 février pendant un mois. Par délibération numéro 25/075, vous avez désigné l'agent de la ville qui sera le référent de le recensement en qualité de coordonnateur communal pour le recensement de la population de la ville de Falaise. Nous devons maintenant désigner les agents recenseurs qui assureront la collecte des données de recensement. Le recrutement est en cours. Il s'est préconise un agent recenseur pour 250 logements, ce qui fait que, sachant que nous avons 4484 logements, nous avons une vingtaine d'agents recenseurs à recruter. L'État, au travers de l'INSEE, va nous donner une dotation pour financer ces agents recenseurs et le coordonnateur, à savoir la somme de 14 271 euros. Compte tenu de notre souhait d'avoir un recensement le plus précis, le plus efficace possible, nous avons la possibilité d'ajuster la rémunération proposée aux agents recenseurs. C'est-à-dire que si on prend que les 14 000 et qu'on divise, ça ne fait pas beaucoup. Et c'est difficile d'intéresser les agents recenseurs à faire un travail de qualité lorsque la rémunération est un petit peu faible. Aussi, je vous propose, comme l'autorise le décret 88-145, de compléter cette rémunération en fonction des éléments qui sont indiqués, c'est-à-dire la rémunération. On aurait une base forfaitaire de 70 euros bruts pour les 2 demi-journées de formation, puisque les agents recenseurs passent 2 demi-journées en formation. Donc ils auraient 70 euros bruts pour cette partie-là. Ensuite, un forfait brut de 50 euros pour la tournée de reconnaissance. La tournée de reconnaissance, c'est ils vont sur le terrain, sur leur secteur qui leur a été attribué, et ils font le tour de l'ensemble des habitations en remettant le courrier qui annonce le recensement. Un forfait, une base forfaitaire de 1,60 € brut par bulletin individuel. C'est-à-dire, dans une maison, j'ai 2 personnes, je fais remplir les 2 formulaires, soit par Internet, soit en format papier, je récupère 3,20 € de rémunération. Une base forfaitaire de 1,50 € par logement, puisque vous vous souvenez que quand vous êtes recensé, vous remplissez un document pour votre logement et un document par personne. Donc pour le logement, ils auraient 1,50 €. Et une prime sur objectif, c'est-à-dire que si l'agent recenseur a réussi à faire déclarer 95%, rencontrer 95% des habitants de son secteur, il y aurait une prime de 150 €. S'il rencontre 97% des logements, 200 € de prime. Et s'il a 100%, il y a une prime de 250 €. L'idée, c'est vraiment que l'on puisse recenser tout le monde et qu'on ne tombe pas comme le recensement de 2020 qui avait été raté et qui nous a coûté cher par le passé, par la suite, puisque vous savez que les dotations, notamment la DGF, sont calculées sur la population municipale. En parallèle, l'INSEE préconise la création d'une équipe d'encadrement. Donc là, vous m'avez autorisé à désigner un coordonnateur au mois de juin. Là, l'idée, au regard de l'ampleur de l'équipe d'agents recenseurs, à savoir 20, l'INSEE suggère, et je vous propose, que vous m'autorisiez à désigner un coordonnateur adjoint qui permettra de compléter, d'assister le coordonnateur principal. C'est un travail qui est assez conséquent, hein. Il faut suivre les 20 agents recenseurs tous les jours, saisir les fichiers papier. Alors quand c'est sur Internet, ça va, mais les personnes qui utilisent les fichiers papier, il faut les saisir ensuite. Donc il y a un gros travail et on se dit que le jeu en vaut la chandelle. Aussi, je vous demande, si vous en êtes d'accord, de m'autoriser à signer par arrêté municipal, à désigner par arrêté municipal un agent en qualité de coordonnateur communal adjoint
Autoriser à recruter au plus 22 agents recenseurs vacataires pour la période allant du 5 janvier au 28 février 2026. De fixer la rémunération des agents recenseurs ainsi, tel que je vous l'ai précisé à l'instant. D'autoriser l'application d'une proratisation du montant des vacations nettes dans l'éventualité d'une démission prématurée d'agents recenseurs. Et d'autoriser, dans ce cas, m'autoriser à pourvoir au remplacement du ou des agents défaillants et au recrutement de nouveaux agents recenseurs en cours de campagne. De fixer la rémunération de ces nouveaux agents au prorata de la durée de collecte restant à courir à la date de leur nomination, d'inscrire les crédits nécessaires au budget de l'exercice 2026 que nous voterons au printemps, et de me charger à prendre toutes décisions de mesures nécessaires à l'exécution de la libération. Un point que vous venez de voir là, que je n'ai pas évoqué dans mon propos liminaire, c'est que les primes tombent, la formation, tout ça, si l'agent recenseur va au terme de son contrat. S'il décide de démissionner en cours de route, on fait un prorata, premier point. Et deuxième point, vous m'autorisez par cette délibération à lancer un recrutement d'urgence en cours de période de recensement si jamais on a besoin d'avoir un agent complémentaire. Et dans ce cas-là, on proratise là aussi sa rémunération. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération numéro 4, délégation du conseil municipal, décision du maire prise depuis le dernier conseil municipal. Les décisions, il y en a quelques-unes. Décision 2584, attribution du marché 2025-07 pour la fourniture de produits d'entretien, lot 1. La 25085, 25086, 25087, c'est les mêmes marchés, mais pour les lots 2, 3 et 4, toujours pour les produits d'entretien. La 25088, attribution d'un marché le 2025-09 pour la réfection du système de sonorisation de la ville. Le 25089 pour une installation foraine. Le 2590, même chose. Le 25091, modification numéro 6 de la régie de recettes du château Guillaume le Conquérant. 25092, occupation temporaire du domaine public pour un cirque. Donc qui est annulé. La 25066, prise préalablement. La 25093, portant clôture de la régie de recettes, animation, jeunesse et sport. 25094, modification numéro 1 de la régie de recettes du centre socio-culturel. Et 25095, modification numéro 3 de la régie de recettes enfants, jeunesse et restauration. Je vous remercie de prendre acte. Délibération numéro 5, détermination des ouvertures dominicales 2026. C'est la délibération que nous prenons tous les ans. Permet aux commerçants palaisiens d'ouvrir le dimanche en accord avec l'UCIA, avec la commune de Potigny et de la communauté de communes. Je vous propose d'autoriser les magasins palaisiens d'ouvrir 8 dimanches l'année prochaine, à savoir le 11 janvier 2026 pour le premier week-end des soldes d'hiver, le 1er février 2026 correspondant au solde au forum, le 28 juin correspondant au premier week-end des soldes d'été, le 12 juillet correspondant à la braderie du CIA, le 9 août correspondant au dimanche des médiévales, le 6 septembre 2026 correspondant à la quinzaine commerciale et les 13 et 20 décembre pour la période de Noël. Le conseil communautaire réuni la semaine dernière a donné un avis favorable. Je vous propose de donner un avis favorable sur les projets d'ouverture dominicale tels que je viens de vous les citer pour les commerces de détail alimentaires et non alimentaires et de m'autoriser à signer tout document afférent à ce dossier. Je vois qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Je vous remercie. La 6, nous la verrons tout à l'heure en comité à huis clos. Délibération numéro 7, modification du tableau des effectifs. Jacques Lebray. Bonjour à toutes et à tous. Conformément à l'article L 313.1 du Code général de la fonction publique du 23 février 2022 en vigueur au 1er mars 2020, les emplois de chaque collectivité ou établissement sont créés par l'organe délibérant. Il appartient donc au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services. Afin de tenir compte de l'évolution des besoins et des mesures retenues par l'autorité territoriale, il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications du tableau des effectifs dont le détail est joint en que les dépenses en résultant soient couvertes par les crédits inscrits au chapitre 012. Donc l'annexe nous stipule qu'on crée l'emploi 266. C'est la suppression également de l'enfant. Mais c'est le transfert du SPIC vers la collectivité des automates, donc la création
adjoint administratif. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur ce tableau des effectifs? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Il est adopté. Délibération numéro 8, renonciation à la répétition de l'Indus suite à la modification réglementaire du calcul des congés payés. Jacques Lebré. Vu le décret numéro 25 564 du 21 juin 2025 relatif aux modalités de calcul des congés annuels des agents contractuels de la fonction publique, vu les dispositions de l'article L 135-4 du Code général de la fonction publique relative à la répétition de l'indu, considérant que l'entrée en vigueur du décret précité a modifié les règles de calcul des congés payés, entraînant une erreur dans le traitement de la paie des agents contractuels à compter du 23 juin et pour les mois de juillet et août 2025, considérant que le paramétrage des rubriques de paie du progiciel n'a pu être effectué correctement avant le 1er septembre 2025, considérant que cette erreur a conduit à produire des trop-versés qualifiables d'indus au sens du droit de la fonction publique, considérant que ces trop-perçus ne résultent ni d'une faute des agents concernés, ni d'une manœuvre frauduleuse, mais d'une évolution réglementaire imprévisible, considérant qu'en vertu du principe d'équité et de sécurité juridique, la ville de Falaise souhaite renoncer à la répétition de l'indu pour les sommes concernées. La ville de Falaise reconnaît que les trop-perçus d'un montant total de 761,02 € versés aux agents contractuels du 23 juin au 31 août 2025, consécutif à une erreur de calcul des congés payés liée à l'entrée en vigueur du décret 564, constituent des indus au sens de l'article L 135-4 du Code général de la fonction publique. La ville de Falaise, pleinement responsabilisée dans la gestion des conséquences de l'évolution réglementaire intervenue en juin 2025, décide de ne pas engager de procédure de répétition de l'indu à l'encontre des agents contractuels concernés. Cette décision repose sur les principes de bonne foi, d'équité et de sécurité juridique, les trop-perçus résultant d'une erreur imputable à la collectivité. Il est proposé au conseil municipal d'approuver la renonciation à la répétition de l'indu d'un montant de 761,02 € portant sur la modification réglementaire du calcul des congés payés. Il y a des questions? S'il n'y en a pas, je mets aux voix. Qui est contre? S'abstient. Je vous remercie. Délibération numéro 9. Convention de mise à disposition à titre gracieux d'un local du domaine public communal à l'association Les Ateliers de la Fresnay. Cécile Levagarez-Marie. Bonsoir. Je vous invite à prendre le document sur table qui remplace celui qui avait été annoncé, parce qu'il y a une petite modification. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L 2122-22, vu la réponse ministérielle à la question écrite numéro 25 486, publiée au journal officiel Sénat du 10 février 2022, considérant que par délégation de l'organe délibérant, l'exécutif peut être chargé de décider de la conclusion et de la révision des contrats de louage de choses, considérant que dans cette hypothèse, la mise à disposition d'un bien communal à titre onéreux relève de la compétence de l'exécutif qui dispose ainsi d'une délégation du conseil municipal. Considérant en revanche que la mise à disposition d'un bien communal à titre gratuit relève de la compétence du conseil municipal, la ville de Falaise accompagne depuis quelques années, même plusieurs années, l'association Les Ateliers de la Fresnay, notamment en lui mettant à disposition gracieusement des locaux situés dans l'aile droite au rez-de-chaussée du château de la Fresnay, domaine de la Fresnay, rue Georges Clémenceau à Falaise. Les statuts de l'association n'étant plus à jour, un nouveau bureau a récemment été nommé, permettant ainsi l'établissement d'une convention conforme aux exigences réglementaires. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver la mise à disposition d'édits locaux au bénéfice de l'association Les Ateliers de la Fresnay. Cette mise à disposition est consentie à titre gracieux, la ville de Falaise prenant en charge l'ensemble des fluides. La convention jointe en annexe 3 sera conclue pour une durée de 10 mois, renouvelable de façon expresse pour la même période et paravenant dans la limite de 2 renouvellements. Il est demandé donc au conseil municipal de bien vouloir approuver la mise à disposition gracieuse des locaux situés dans l'aile droite au rez-de-chaussée du château de la Fresnay, domaine de la Fresnay, rue Georges Clémenceau, 14 700 Falaise, au profit de l'association Les Ateliers de la Fresnay.
Approuver le projet de convention de mise à disposition par la ville de Falaise de ses locaux au profit de l'association Les Ateliers d'Arfonnet selon les modalités mentionnées dans le projet de convention en annexe du présent rapport et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Béatrice Martin. Bonsoir à toutes et à tous. Juste une petite question sur la durée. Pourquoi 10 mois? Et qu'est-ce qu'il advient au bout des 2 renouvellements? Parce qu'a priori, il y a une limite de 2 renouvellements. Oui, on l'a fait comme ça parce qu'on s'est dit que c'est bien aussi de se revoir et de voir comment ça fonctionne, est-ce que ça fonctionne bien. Il faut savoir que ils étaient déjà installés aux ateliers de la Fresnay, mais l'association n'était plus du tout à jour, le président n'existait plus. Enfin, il y a vraiment une remise à plat totale de ces ateliers qui sont bénéfiques à pas mal de gens, hein, c'est très fréquenté. Mais on a préféré, alors 10 mois parce que les mois d'été, on récupère les ateliers, tout simplement. Ce sont, voilà, et puis sur 3 ans, je ne sais pas quoi te répondre en fait. Non, pas du tout, non, 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 non. Mais c'est vrai que ça a été flou pendant pas mal d'années et je crois que c'est bien qu'on ait mis tout ça au clair et que tout ça reparte d'un bon pied. C'est d'ailleurs ce qu'on fait avec toutes les conventions, hein. On repart systématiquement pour nous imposer, parce que c'est vrai que les conventions perpétuelles, à un moment on ne regarde plus, on ne s'interroge plus sur les conditions, sur les modalités, sur l'échange qu'il y a, l'engagement qu'il va y avoir de l'association vis-à-vis de la collectivité. Donc depuis le début du mandat, on a quasiment revu quasiment tout maintenant, il ne doit pas en rester beaucoup à passer. L'idée c'était de remettre tout d'équerre et d'intégrer cette notion à durée déterminée, de façon à nous obliger à reconventionner et rebalayer avec les différentes associations. Je mets aux voix s'il n'y a pas d'autres questions. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 10, convention entre l'association Diagonale et la ville de Falaise, réseau artistique. Cécile Levagarès. La ville de Falaise est engagée dans une politique de développement des réseaux pour les programmations, coproductions, résidences pour le spectacle vivant. Le travail mené en lien avec les agences nationales comme l'ONDA ou aussi régionales comme l'ODIA Normandie ou le Haras Nouvelle-Aquitaine, les festivals Spring, Flash, la danse à travers le temps, les Boréales, le réseau normand des arts de la rue donnent des résultats positifs sur le champ des collaborations artistiques avec un impact financier aidant à réduire certains non négligeables. D'autres pistes de partenariat sont en réflexion, comme avec le festival Anthropocène de la scène nationale d'Évreux ou Oblique, festival d'art numérique. Après plusieurs années d'échanges avec l'association Diagonale, de participation aux réunions de programmation tant au niveau régional que national, il est proposé une adhésion de la ville de Falaise à l'association Diagonale, fédération normande du réseau Chaînon. Vous avez la convention qui est jointe en annexe 4. Afin de structurer au mieux le Chaînon manquant, festival national organisé à Laval sur le territoire, des fédérations régionales ont été créées pour effectuer un travail de terrain efficace. Ainsi, les artistes locaux sont-ils repérés en région, en amont, avant de participer au festival national du Chaînon. L'événement public professionnel de Diagonale prend corps à l'occasion du festival Région en scène qui se tient sur le territoire chaque année. Il est porté par une vingtaine de salles de la Normandie. Le festival est soutenu financièrement par la région Normandie, les départements de l'Eure, de la Seine-Maritime, de la Manche et du Calvados. L'ODIA apporte également son aide au projet en entrant dans le champ de ses compétences. Le coût de l'adhésion est de 1 000 € TTC. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver l'adhésion de la ville de Falaise à cette association, Fédération normande du réseau Chaînon, et d'autoriser le maire ou son représentant à signer tout document se repartant à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Cette convention, non, je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Délibération 11, fixation des tarifs de la boutique du musée des automates. Cécile Levagarès.
Oui, alors il s'agit de matériaux, enfin, de matériel qu'on rachète pour achalander la boutique. La boutique du musée des automates est réapprovisionnée soit par des produits existants, soit par de nouvelles offres. La boutique propose une gamme complète d'effets en lien avec les vitrines commerciales des années 50, 60, 70, cahiers anciens, magnets, jeux de construction, marques publicitaires, voitures anciennes, marionnettes, puzzles, appareils photo, toupies, boîtes à musique. Je vous invite vivement à aller rencontrer cette nouvelle boutique. Le tableau des articles vendus dans la boutique est joint donc en annexe 5. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver les tarifs des produits de la boutique du musée des automates, tel qu'exposé dans l'annexe jointe, pour une prise d'effet dès que la délibération sera exécutoire. Autorisé, monsieur le maire, au son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Délibération 13, camping municipal, tarif saison 2026, Grégoire Dagorne. Faire la 12 d'abord. Bien sûr, Merci. chers collègues. Donc la 12, fixation des tarifs de Merci la beaucoup. boutique du château Guillaume le Conquérant. D'autant qu'elle est toute simple. Bonsoir à tous et à tous. Il s'agit de fixer les tarifs de la boutique du château en ce qui concerne les articles de l'exposition de fin d'année, Amour, gloire et conquête. Voilà, donc je ne vous lis pas les données juridiques et les considérants. Vous avez les tarifs. Je vous demande de bien vouloir approuver si vous en êtes d'accord. Des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Donc la 13, camping municipal, fixation des tarifs 2026, Grégoire Dagorne. Un petit peu plus longue. Donc vous le savez, on a obtenu la 3e étoile au camping. On est également, depuis un moment, on travaille sur un projet qui est dans les tuyaux depuis un certain temps, de création de locatifs. Et donc l'objectif de cette délibération est de vous soumettre les tarifs revus, notamment pour les simplifier et aussi pour anticiper l'arrivée de ces nouveaux hébergements locatifs. Donc je ne vais pas vous lire toute la grille de tarifs, en revanche vous refaire la petite synthèse des modifications qui sont proposées, notamment la création d'un tarif unique en base une personne avec emplacement électricité et supplément. L'idée aussi de faciliter les réservations et la lecture des données du logiciel métier en supprimant donc les tarifs solo, duo et famille. On crée un tarif enfant moins de 7 ans à hauteur de 3 €, là aussi pour s'assurer de la composition de la famille et avoir une vraie lecture logicielle sur la composition de ces familles. On crée un tarif unique par personne, cycle rando air naturel à 8 €, donc pour tout ce qui concerne finalement l'occupation de l'air naturel en fond du camping. On va également augmenter nos frais de réservation puisqu'on peut se le permettre. Une augmentation pour la carte taxi et puis la taxe de séjour qui dépend bien entendu de la communauté de communes. Donc globalement, légère augmentation des tarifs et surtout adaptation à la concurrence et simplification. Donc si on en arrive à la grille, il y a juste une petite coquille sur la délibération, enfin sur le rapport où on parle des tarifs de la boutique. Ce ne sont pas les tarifs de la boutique, mais bien les tarifs des emplacements et des locatifs. Voilà, donc à noter surtout une augmentation de 2 € sur la carte AXI, le fameux le tarif pour le pack une personne qui prend 2 € en basse saison et 1 € en haute saison. Voilà, ensuite j'ai déjà un petit peu détaillé tout ça et puis on arrive sur les locatifs avec le choix de se caler un petit peu sur la concurrence avec une basse saison, une moyenne saison qui n'existait pas encore et une haute saison. Vous avez les tarifs des locatifs 30, 35 et 40 pour les nuits et puis des tarifs à la semaine du samedi au samedi 200, 225 et 245. Voilà, en synthèse. Des questions sur ces tarifs 2026 pour le camping? Non, je me vois qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Délibération 14, révision de la carte scolaire. Vous savez que la ville organise pour les écoles publiques
la répartition et l'affectation des élèves dans les écoles en fonction d'une carte avec des secteurs. Cette carte date de 2018 et nous avons souhaité retravailler un petit peu de façon à anticiper les mouvements dans les différents lotissements d'aujourd'hui et à venir en fonction des arrivées potentielles de familles avec jeunes enfants. Puisque en général, lorsqu'un lotissement se crée, ça génère un afflux de jeunes enfants. Et si on laissait la carte telle quelle, tous les enfants iraient à peu près sur le pôle Baudreau et quasiment aucun sur le pôle de la Crosse. Et on souhaitait aussi corriger un autre élément, c'est que des enfants habitent beaucoup plus près du pôle de la Crosse, mais sont scolarisés à Baudreau et donc à Canfer, notamment les maisons qui actuellement se construisent à l'arrière du gymnase Bianco dépendent pour la maternelle de Canfer. Donc l'idée était de dire révisons un petit peu cette carte en modifiant quelques rues de façon à redonner un petit peu de sens aujourd'hui et du sens pour demain, une fois que les différents lotissements prévus sortiront de terre. Donc ce travail a été fait en lien avec les directrices des deux pôles et ce travail a été présenté au conseil d'école et à la commission scolaire. Les modifications sont les suivantes. Donc les voies qui désormais seront rattachées au pôle Baudreau sont le boulevard de la Libération, le chemin de l'Ormeau, le chemin du Val-Buquet, la place du Docteur Cailloué, la rue de la Fleurière, la rue de la Bastiale, la rue de l'Intendant-Levignan, la rue des Prémontrés, la rue des Ursulines, la rue du 8 mai, la rue du Capitaine Greffé, la rue Georges Clémenceau du 34 au 74, la rue Louis Liard, la rue Saint-Jean et la rue Vauclin, qui jusqu'à présent dépendaient de la Crosse et qui désormais dépendront de Baudreau. Et seront désormais rattachés au pôle La Crosse, alors qu'ils étaient aujourd'hui sur Baudreau, le chemin aux œufs, le chemin des Fieffés, le chemin Le Saunier, la cité du Pilier Vert, la cour Saint-Georges, l'impasse de la Picarderie, l'impasse de la Pomme de Pin, l'impasse de la Tête Noire, la route de la Hoguette, rue Blaise Pascal, rue Camille Claudel, rue Camille Jeanne, rue de Caudet-Avaux, rue de la Belle Étoile, rue Cour de la Paille, rue de l'Écu de France, rue de l'Industrie, rue des Champs Saint-Georges, rue Germaine Tillon, rue du Marquis des Rails, rue du Point du Jour, rue Gisèle Halimi, rue Léonce Macquarrie, rue Louise Michel, rue Notre-Dame, Venelle des Griffons et Venelle Saint-Georges. Concrètement, comment ça va se passer, si c'est un de vos questionnements? Si les enfants ont commencé leur scolarité sur un pôle, ils continuent leur scolarité sur le pôle. Sauf demande expresse des parents qui souhaitent, pour différentes raisons, changer leur enfant pour qu'il intègre l'école de secteur. Donc les enfants suivent leur scolarité sur le même pôle, à partir du moment où ils ont commencé, et les fratries suivent l'aîné. Donc ça ne prend effet que pour les nouveaux enfants qui n'auraient pas un frère, un grand frère, une grande sœur scolarisés sur le pôle. Après, les parents peuvent nous demander dérogation, enfin d'appliquer dès maintenant cette réglementation, cette modification de la carte scolaire à l'occasion de leur inscription et des dérogations qui seront examinées au mois de mai prochain. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver les présentes modifications qui entreront en application à partir du 18 novembre 2025, à savoir demain. Est-ce qu'il y a des questions? Béatrice Martin. Juste une petite question par rapport à la remarque des parents du pôle Baudreau lors de la commission scolaire qui s'interrogeait sur les voies partagées entre les numéros pairs et impair. Donc nous, ça nous semblait cohérent. On se posait quand même la question sur l'ancienne place au cuir et la route de train. À savoir, on se disait, c'est vrai que si deux mêmes familles habitent dans la même rue, face à face, les enfants ne vont pas forcément au même endroit à l'école. Est-ce que c'est bien cohérent et judicieux? Surtout pour ces deux. Alors après, ce que j'ai répondu en commission, c'est qu'il faut bien faire passer la ligne quelque part. Et en général, pour que ce soit facile pour tout le monde, on les fait passer au milieu des grandes rues. Sinon, ça oblige à mettre une ligne sur, non pas sur des rues, mais sur des propriétés privées, si on prend à l'arrière. Donc, ce que j'ai indiqué en commission et ce qui a été pris en compte par les services, c'est que, bien évidemment, s'il y avait des demandes de dérogation sur ces deux rues-là notamment, pour le souhait que l'enfant aille dans la même école que son voisin d'en face parce qu'ils sont copains, bien évidemment, la commission examinerait, ça pourrait rentrer dans les cas dérogatoires. Voilà. Mais l'idée, c'est de conserver ce système parce qu'il y a un moment, il n'y a pas le choix, il faut bien que faire passer la ligne du secteur quelque part. Surtout que ça peut avoir des impacts, notamment quand la rue est grande. Et passer tout d'un côté de rue
Quand c'est une petite rue, encore, on peut se dire, mais quand il y a il y a beaucoup de maisons, ça peut avoir un impact non négligeable en termes d'affluence d'enfants sur un pôle au détriment de l'autre. Sandrine Petit, c'est la même chose? D'accord. Dimitri Gauvin. Bonsoir à tous. Oui, ma question, c'était de savoir si pour les nouvelles arrivées, vous aviez des chiffres qui ressembleraient à quelque chose qui pourrait arriver de réel, ou alors est-ce que c'est une hypothèse à ce stade-là? Alors, on a travaillé avec des perspectives de prévision sur la base, comme tu le sais, des naissances. Donc pour l'instant, ça reste c'est une science aléatoire. Ouais. Mais par rapport au nombre de naissances, on applique le coefficient entre les enfants qui potentiellement s'inscrivent à l'institution de Trinité et puis on récupère nos enfants qu'on répartit ensuite en fonction des secteurs ou autres. Ça se jouerait à plus 4 moins 4 pour la rentrée prochaine. C'est-à-dire 4 enfants en moins sur l'école Baudreau et 4 enfants en plus sur l'école de la Crosse, à confirmer que les enfants nés la bonne année, donc on est sur du 2022, 22, se confirme, hein, que les enfants n'aient pas déménagé depuis, et voilà, 23. C'est plus 4 moins 4. D'accord. Deuxième question, qui est un petit peu au-delà de ça, c'est par rapport à à des arrivées possibles, il y a encore de la place dans les écoles maternelles, je pense, pour accueillir ces élèves-là à ce jour? Oui. Pas de souci. À aujourd'hui, on est entre 60, on est aux alentours de 80, entre 75 et 80 à peu près. J'ai pas les chiffres exactement en tête, mais si je prends Canferme, on doit être à peu près à ces eaux-là, donc on a une petite marge. C'est une école où potentiellement on pourrait monter jusqu'à une centaine d'élèves. Dépasser, ça me semble compliqué au regard des élèves d'aujourd'hui et les besoins d'encadrement adultes qu'il peut y avoir. Donc on a de la marge sur Canferme et sur la Charlotte Herpin, on a de la marge aussi parce qu'on a une classe supplémentaire là-bas, même s'il y a le MTA, mais on a un peu plus de place, donc un peu plus de marge, sachant que pour la rentrée prochaine, on a toujours on a une petite baisse encore sur le pôle de la Crosse, et sur les élémentaires, on a de la place. On est en capacité d'ouvrir 25-30 places dans les deux écoles largement. Pour terminer, donc c'est bien de faire ça. C'était quelque chose que, à mon avis, je connais bien le sujet, qu'il fallait faire depuis longtemps et qu'on ait la possibilité de le faire parce qu'on a un peu de souplesse, c'est une bonne nouvelle. Voilà. Merci. Je mets aux voix cette modification de carte scolaire. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Rapport 25. Renouvellement de la convention triennale cantine à 1 euro. 15. Décidément. C'est les chiffres du loto qui sortent. En 2019, la ville s'était engagée, avait répondu favorablement à l'appel de l'État concernant la mise en place du plan pauvreté avec une tarification sociale pour les cantines pour les personnes à bas quotient, avec des bas quotients familiaux, et une cantine à 1 euro et l'État versant un complément à hauteur de 3 euros. Cette convention qui avait été signée en 2019 est arrivée à échéance en 2024 et on a eu l'occasion d'en parler, alors, notamment en commission scolaire. Il y avait une double interprétation possible du texte réglementaire. Nous avons cru que nous ne pouvions pas renouveler en conservant cette tranche des moins des 300 euros, mais après vérification, on peut. Donc on vous propose de prendre la délibération dès ce soir de façon à ce que ce soit rétroactif au 1er janvier 2025 dans les mêmes conditions que ce qui était auparavant, c'est-à-dire on garde les mêmes quotients familiales, donc 0, 300, 300 à 650, 151, 1100 et 1100 et plus. Vous avez le tarif falésien donc que nous facturons aux habitants et le tarif non falésien. Avec, pourquoi vous allez me dire, il y a deux tableaux, tout simplement parce qu'il y a un tarif qui couvre l'année scolaire
24-25. Donc il va être utile pour les tickets, les repas qui ont été servis entre le 1er janvier et le 30 juin, et les tarifs 25-26 pour le deuxième semestre 25, c'est-à-dire les repas servis depuis le mois de septembre jusqu'au 31 décembre, et pour ceux qui seront servis à partir du 1er janvier de l'année prochaine. Voilà, je vous propose d'approuver le renouvellement de la convention triennale avec l'État pour le dispositif de la cantine à 1 euro tarif proposé, de m'autoriser à signer tout document se rapportant à ce dispositif. C'est des questions. Dimitri Gauvin. J'en ai une petite. Est-ce que vous savez combien, en termes de pourcentage, combien ça représente de familles? Oui. Et peut-être là, avec précision, mais sinon, de mémoire, on est à une... Peut-être, non, je ne l'ai pas. De mémoire, on est à 1 euro, on est à 17 familles. Ça? Oui. 17 familles qui bénéficient du repas à 1 euro. Donc ils sont à moins de 300 euros. Quand on regarde par rapport à l'intégralité, il y a la commission scolaire, c'est dommage je ne l'ai pas là, mais en commission scolaire, la synthèse a été présentée. On pourra vous la communiquer si vous le souhaitez, avec la répartition de l'ensemble des enfants scolarisés dans les écoles publiques en fonction de leur quotient familial. Le taux de captage, je crois qu'on est quasiment à 83% d'enfants falaisiens qui ont mangé au moins une fois à l'école l'année dernière. Donc ce qui est assez considérable. Quelques disparités en fonction des sites, mais globalement, toutes les écoles, pour arriver à 83 de moyenne, ça veut dire que quasiment tout le monde mange, beaucoup d'enfants mangent. Il n'y en a que 17, mais malgré tout, ça représente un pourcentage non négligeable. On peut imaginer que cette mesure a atteint son objectif, de faire en sorte que des enfants dont les parents ont un faible quotient familial, potentiellement des parents qui ne travaillent pas, et qui n'ont pas les moyens de donner à manger à leurs enfants de façon équilibrée, satisfaisante, voilà, eh bien, on arrive à capter, je crois que c'est plus d'un enfant sur deux, grâce à cette opération du ticket Arnaud. Mais on peut vous donner les chiffres un peu plus précis. A priori 12 familles et nombre d'enfants ayant mangé au moins une fois 17. C'est ce qu'on avait vu en commission. Ouais, c'est ça. Donc le dispositif a atteint son objectif. Et on a un très gros taux de demi-pensionnaires, puisque plus de 80% d'enfants mangent à la cantine, donc c'est important. Des questions? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Délibération 16, renouvellement de la convention de mise à disposition à titre gracieux de locaux du domaine privé communal à l'association CDF Boxing Club. Fabrice Gracia. Bonsoir à tous. Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment l'article L2122, vu la réponse ministérielle à la question écrite numéro 25 486 publiée au JO Sénat, journal officiel Sénat du 10 février 2022, considérant que par délégation de l'organe délibérant, l'exécutif peut être chargé de décider de la conclusion et de la révision des contrats de louage de choses. Considérant que dans cette hypothèse, la mise à disposition d'un bien communal à titre onéreux relève de la compétence de l'exécutif qui dispose ainsi d'une délégation de conseil municipal. Considérant en revanche que la mise à disposition d'un bien communal à titre gratuit relève de la compétence du conseil municipal. La ville de Falaise accompagne depuis quelques années l'association CDF Boxing Club, notamment en lui mettant à disposition gracieusement des locaux situés dans l'espace Pauline Roland, l'ancienne école maternelle de la Fontaine Couverte, tous les lundis et jeudis dès 18h à 21h. La précédente convention étant arrivée à expiration, il vous est proposé de renouveler la mise à disposition dans les mêmes conditions, celle-ci étant consentie à titre gracieux, avec prise en charge des fluides par la ville de Falaise. Vous avez la convention en annexe 7, qui sera conclue pour une durée d'1 an. Donc il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la mise à disposition gracieuse de locaux situés dans l'espace Pauline Roland au profit de l'association CDF Boxing Club. D'approuver le projet de convention de mise à disposition par la commune de Falaise de ces locaux au profit de l'association CDF Boxing Club selon les modalités mentionnées dans le projet de convention en annexe du présent rapport.
et autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. Des questions sur cette convention? Non, je me vois qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée. Délibération 17, convention de mise à disposition à titre gracieux d'un local du domaine privé communal à l'association Demain en Pays de Falaise. Sandrine Petit. Bonsoir. Je vous fais grâce de toutes les dispositions juridiques pour arriver directement sur l'objet de la délibération. La ville de Falaise souhaite accompagner l'association Demain en Pays de Falaise en lui mettant à disposition gracieusement un local dans les anciennes écuries de la Fresnay d'une superficie de 9,80 m², afin de lui permettre de stocker du matériel de jardinage et du carburant dans la limite de 10 litres maximum. La convention sera consentie à titre gracieux pour une durée de 3 ans. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la mise à disposition gracieuse d'un local situé dans les anciennes écuries de la Fresnay, une superficie de 9,80 m², au profit de l'association Demain en Pays de Falaise. Le projet de convention de mise à disposition de ce local par la commune de Falaise au profit de l'association Demain en Pays de Falaise, selon les modalités mentionnées dans le projet de convention en annexe 8 du présent rapport. D'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur cette mise à disposition de local? Non, je me vois qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté. Délibération 18, avenant numéro 1 à la convention de rétrocession des espaces et équipements communs, ferme du Pilier Vert. Jacques Lebray. La société Claude Jean Investissement est propriétaire de terrains situés rue de l'Industrie, cadastrés BL 245, 246 et 249 pour une contenance totale de 4 hectares 33 arts. Elle a déposé auprès de la ville de Falaise 3 permis d'aménager. Si vous vous rappelez, la ferme du Pilier Vert, c'était l'ancienne municipalité. La société Claude Jean avait demandé à phaser pour pouvoir vendre au fur et à mesure. Donc les 3 permis d'aménager qui avaient été déposés le 18 décembre 2019, vous avez les numéros, je ne vous les rappelle pas. Le 14 décembre 2020, le conseil municipal a approuvé la signature d'une convention de rétrocession à titre gratuit des espaces communs et équipements des permis d'aménager au lotissement La Ferme du Pilier Vert. Ainsi, la ville de Falaise s'est engagée à prendre en charge la gestion et l'entretien de toutes les parties communes et équipements communs du lotissement et à les classer à terme dans le domaine communal. De son côté, la société Claude Jean Investissement s'est engagée à assurer la maintenance de l'ouvrage jusqu'à la prise en charge de sa gestion et de son entretien par la ville de Falaise. La convention de rétrocession des espaces et équipements portant sur les tranches 1, 2 et 3 a été signée le 16 décembre 2020. Depuis, et faute d'avoir pu entreprendre les travaux dans les délais impartis, l'aménageur a dû déposer 2 nouvelles demandes de permis d'aménager, identiques aux dossiers initiaux pour les tranches 2 et 3 du lotissement La Ferme du Pilier Vert. C'est ainsi que pour la phase 2, je ne vous rappelle pas tout le numéro parce que c'est un peu fastidieux, ils ont déposé une demande qui a été à nouveau validée pour la tranche 2 et la tranche 3 avec des permis d'aménager dont les numéros nouveaux suivent. Dès lors, il convient de conclure avec la société Claude Jean Investissement un avenant à la convention de rétrocession initiale signée le 16 décembre 2020 afin de prendre acte que le lotissement La Ferme du Pilier Vert est désormais régi par les 3 permis d'aménager suivants, donc le numéro 1 qui garde le même numéro et la tranche 2 et 3 qui change de numéro. Toutes les autres dispositions de la convention de rétrocession des espaces et équipements communs signée le 16 décembre 2020 demeurent inchangées et continuent de s'appliquer. Le projet d'avenant numéro 1 à la convention de rétrocession initiale est joint en annexe 9. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 1 à la convention de rétrocession des espaces et équipements communs des permis d'aménager La Ferme du Pilier Vert et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Non, je me vois qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté. Délibération 19, convention de partenariat entre la ville de Falaise et le département du Calvados pour le déneigement et le salage des routes départementales en et hors agglomération. Jacques Lebray. Juste pour rappeler que c'est déjà un fonctionnement habituel, mais le département nous a demandé de conventionner, mais c'est une pratique qu'on a déjà, enfin qu'il y avait déjà avant et qu'on a fait perdurer.
Mais par contre, il faut une convention, au même titre que nous, on demande des conventions, le département nous en demande une. Afin de favoriser la circulation des automobilistes sur la ville de Falaise lors d'épisodes neigeux importants, des interventions sont prévues par les services techniques municipaux dans le cadre d'un dispositif d'astreinte hivernale. Ces interventions peuvent avoir lieu sur les routes départementales qui traversent la commune et se font en cohérence et coopération avec les services de l'agence routière départementale. Ainsi, il est proposé de formaliser ce partenariat historique au travers d'une convention précisant les tronçons de routes départementales concernés et les modalités d'intervention des services techniques municipaux. La convention jointe en annexe 10 au présent rapport autorise les services municipaux à intervenir sur les routes départementales 509, 511 et 658 en et hors agglomération, sur le territoire des communes de Falaise, Aubigny, Saint-Pierre-du-Bû et Saint-Martin-de-Mieux, sur les sections ci-après. Je ne vous les lis pas toutes, c'est vraiment les routes départementales qui traversent la ville. Ces prestations n'ont pas vocation à se substituer aux obligations du département du Calvados dans ce domaine, mais elles sont prévues et organisées uniquement dans les cas de conditions météorologiques difficiles, en complément de l'action départementale et non en remplacement. Vu la proposition de la ville de Falaise de déneiger et saler les routes départementales 509, 511 et 658, en complément de l'activité exercée dans de pareils cas par les services du département du Calvados, vu la convention de partenariat annexée au présent rapport, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la convention de partenariat avec le département du Calvados pour le déneigement et le salage des routes départementales en et hors agglomération et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la dite convention. Merci. Des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. C'est adopté. Délibération numéro 20, constitution de servitude au profit d'Enedis sur la parcelle cadastrée section BL 252. Jacques Lebré. Vous avez vu que les ombrières sont terminées à côté de Bianco, un super travail du SDEC. Maintenant, il faut les raccorder au réseau Enedis. Donc c'est l'objet de cette délibération. Afin de permettre le raccordement au réseau électrique basse tension des ombrières situées au niveau de la rue des Champs-Saint-Georges, la société Enedis va être amenée à réaliser des travaux, construction d'une canalisation souterraine de 3 mètres de large et 57 mètres de long sur la parcelle cadastrée section BL 252 appartenant au domaine public de la ville de Falaise. À cet effet, la société Enedis demande l'établissement d'une convention de servitude souterraine CS 06V08 sur cette parcelle cadastrée section BL 252. Les caractéristiques de la servitude à consentir à Enedis sont précisées dans la convention de servitude souterraine, jointe en annexe 11, avec plan, annexe 11A et 11B. Le plan parcellaire mentionnant la bande de servitude à consentir à la société Enedis est reproduite ci-après. Les travaux seront pris en charge par Enedis. La servitude ne donnera lieu à aucune indemnité. La ville de Falaise conservera la pleine propriété de la parcelle cadastrée BL 252. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer la convention de servitude de passage souterraine CS 06V08 au profit d'Enedis, à valoir sur la parcelle cadastrée section BL 252 et l'acte notarié correspondant dont les frais seront à la charge d'Enedis. Et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à signer tout document se rapportant à ce dossier. Merci. Des questions? Je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Je vous propose d'examiner le rapport supplémentaire qui vous a été transmis sur table, à savoir le renouvellement de la convention de partenariat relative à la professionnalisation et la dynamisation du commerce sur le territoire du Pays de Falaise. C'est une convention de partenariat que nous avons, la ville, depuis 2007, avec un financement tripartite entre la communauté de communes du Pays de Falaise, la commune de Falaise, la commune de Potigny, l'Union commerciale de Falaise, l'Union commerciale de Potigny et la CCI de Caen-Normandie, pour la mise à disposition d'un animateur commercial sur le territoire de la ville de Falaise et de Potigny, 3 jours à Falaise et une demi-journée à Potigny. L'objectif de cet animateur, c'est mobiliser et motiver les adhérents, sensibiliser les commerçants isolés à la démarche de promotion collective,
monter des programmes d'action annuels ou pluriannuels, mettre en œuvre des plans de communication et de programmes d'animation en concertation avec les autres unions commerciales du bassin de vie, accompagner dans la réalisation de manifestations et d'animations, mise en avant des partenaires dans chaque opération et la promotion du réseau Bienvenue en Normandie auprès des adhérents. L'enjeu pour la ville, c'est un enjeu qui se situe à hauteur de 13 500 € par an. La convention serait valable 3 ans. L'année 2026 ne subirait pas d'augmentation. Donc il n'y a pas eu d'augmentation sur les 3 dernières années. En 2026, il n'y aurait toujours pas d'augmentation. Par contre, il y en a une qui serait prévue de 3% en 2027 et une de 1,5% en 2028. Je vous propose, si vous en êtes d'accord, d'approuver la convention de partenariat avec la CCI en Normandie, la commune de Potigny, les UCA de Falaise et de Potigny et la communauté de communes du Pays de Falaise, et de m'autoriser à signer la dite convention. Est-ce qu'il y a des questions? Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. C'est adopté. Je vous remercie. Je vous propose d'adopter le rapport, pas le rapport, le compte-rendu, le procès verbal du conseil municipal du 29 septembre. J'ai oublié de le faire en ouverture. 29 septembre 2025 qui vous a été transmis. Est-ce qu'il y a eu, vous avez eu le temps d'en prendre connaissance, qu'il y a eu des remarques sur ce PV? S'il n'y en a pas eu, je vous propose de l'adopter de façon à ce que Bastien Richard puisse le signer. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Avant de prononcer le huis clos, juste vous donner la date du prochain conseil municipal. Et de mémoire, c'est le 15 décembre. C'est ça, hein? 15 décembre pour le débat d'orientation budgétaire. Donc un CM, gros CM. Est-ce qu'il y a des questions diverses avant de prononcer le huis clos? Il n'y a pas de questions diverses. Eh bien, merci. On va pouvoir se déconnecter. Merci aux gens qui nous suivaient sur Internet. Bonne soirée. Merci à la presse. Bonne soirée à vous.